présenter donc ma présentation sur David Nebreda. Tout d'abord, il va être question d'anorexie, d'automutilation et d'excréments. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas David Nebreda, il est né en 1952 à Madrid. La pratique photographique de Nebreda s'échelonne de 1990 jusqu'à nos jours, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est surtout sa pratique de 1990 jusqu'à à peu près 2004, qui est presque exclusivement composée d'autoportraits qui sont les plus sanglants les uns que les autres. On voit son corps anorexique, son corps amputé, torturé, tailladé. Bref, David Nebreda, c'est le photographe de l'autodestruction qui transforme son propre corps en une monstruosité, parfois difficilement regardable. À travers cette présentation, nous allons nous intéresser à la volonté de restituer la souffrance psychologique par l'acte photographique à travers la figure du monstre. La figure du corps rendu monstrueux est représentée par des tourments que l'artiste impose à son propre corps et aussi nous impose à nous, les regardeurs et regardeuses. Dans ce cas-là, la photographie peut être interprétée comme une tentative désespérée de sauver le corps détruit, le corps souffrant et peut-être même le corps insauvable. Poussé fictivement à son paroxysme, la figuration de l'être anéanti est une mise en scène du fantasme de la mort silencieuse, immortalisée avant même qu'elle ne se concrétise réellement. Donc, une première partie va être dédiée à l'analyse esthétique de ces photographies, comme étant une production à partir de la souffrance même d'un individu. La deuxième partie de la réflexion va plutôt envisager ces œuvres comme étant une réponse à un malaise. La photographie est ici une manière de faire ressortir le monstre qui est en soi et d'affronter le regard que les autres portent dessus. Il est d'abord assez révélateur de constater que la majeure partie des recherches qui ont été faites sur David Nebreda concernent le domaine psychiatrique. Ce sont beaucoup les psychologues et les psychanalystes qui se sont intéressés à son œuvre, alors qu'il y a peu de recherches en histoire de l'art ou dans les arts en général qui ont pris ce parti pris d'analyser ces représentations. Et cela est justement assez révélateur de la nature assez torturée de ces œuvres. On essaye de voir comment donc la psychologie de l'artiste peut être révélée à travers donc cette figure de la monstruosité. Dans cette présentation, je vais certes me positionner par rapport à certains écrits de psychologues et réutiliser certaines de leurs réflexions. Cela dit, je vais aussi essayer de présenter une analyse par rapport à ces représentations en tant qu'objet d'art. Parce que je trouve qu'il est assez singulier de constater que la photographie est une construction fictionnelle qui est très propice en fait à la représentation du monstre. Donc la psychologue Verónica Díaz décrit les œuvres de Nebreda comme possédant un côté vital en dévoilant la puissance qui gît dans le côté impur. Parce qu'il commence ses premiers autoportraits dans une période de mutisme avec ses parents, donc il arrête de leur parler un peu du jour au lendemain et suite à ça, il va être interné en psychiatrie. Donc, si on suit le découpage qu'elle fait par rapport à sa pratique photographique et aussi donc à ses phases d'internement, on peut constater que d'abord, il y a une première partie de ses œuvres qui sont regroupées à partir de 1983 jusqu'à 1989, qui sont surtout des photographies en noir et blanc. Ce sont ses premières explorations, si on peut dire. Par la suite, il va un petit peu renier en fait cette première partie et il dira que ces photographies sont d'une personnalité antérieure qui lui est maintenant étrangère. Et le portrait que je vous propose ici, donc où on le voit lacéré, avec le visage ensanglanté, une attention particulière est mise sur le regard et la bouche entrouverte, presque inexpressive donc, de ce corps. Et dans cette phase de 1989, qui est une période de basculement où il va commencer à réaliser des photographies en couleur.
Et par la suite, il va faire un projet dans lequel il va enterrer ses photographies et il décide de ne plus jamais se regarder dans un miroir. Ensuite, de 1992 à 1997, c'est un projet de régénération qu'il appelle. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il dit que cette fois-ci, ce qui régénère, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui-même qui renaît, mais quelque chose d'autre. Et on dirait qu'il a eu un peu de la difficulté à nommer quel est ce fameux quelque chose d'autre. Puis, par la suite, il va faire une seconde série de photographies en couleur et il va avoir ses premières expositions donc à partir de 1999. Enfin, donc à cette période-là, on pourrait ajouter les années 2000 à 2006 où il a commencé à explorer les liens qu'il peut avoir entre photographie et texte. Il va alors produire un ouvrage qui s'appelle Autoportrait. C'est un livre en fait qui est constitué quasiment que d'autoportraits et de représentations qui ont mené beaucoup de confusion, qui ont vraiment déstabilisé les publics. Suite à ça, il y a eu un ouvrage collectif qui a été écrit, qui s'appelle simplement Sur David Nébreda et qui apporte un regard un peu plus théorique sur ses œuvres. Par la suite, il écrit chapitre sur les petites amputations. Donc, où c'est une œuvre qui est peut-être moins expérimentale et où le texte et l'image vont beaucoup plus s'entremêler. Enfin, en 2006, il lance Sur la révélation, qui ne contient cette fois-ci aucune photographie. Si l'utilisation du mot « monstre » pour désigner un être humain peut choquer aujourd'hui, on l'a dit déjà ce matin, il désigne cependant tout ce qui est en rapport avec l'anomalie, le hors-norme, le différent. Et c'est justement sur cela que je voudrais un petit peu revenir. Le sociologue Jean Foucard explique que la monstruosité, c'est avant tout le corps, en tant que forme monstrueuse, insolite, terrifiante ou inédite. S'il est vrai que la monstruosité se signale par l'excès, une profusion de formes surajoutées, ou alors, à l'inverse, par les manques caricaturaux, des pertes stupéfiantes, des défauts singuliers, il est vrai aussi que la monstruosité, c'est l'écart, la petite différence significative, qui peut s'élargir en béance, puis en abîme, où l'alchimie des formes ne connaît plus de limites. En ce sens, la monstruosité, c'est le dépassement boulimique des limites formelles ou normatives. Par définition, le monstre n'a pas de limite. Cependant, contrairement donc à cette fameuse définition, donc le monstre est ici, dans le cas spécifique des photographies de Nébreda, il est ici enfermé, autant physiquement par le cadre de l'image que aussi corporellement dans ce corps dont Nébreda n'arrive pas à se détacher. Il a beau l'affamer, il a beau le torturer, essayer de l'ouvrir, le lacérer, le monstre continue en fait à avoir des limites. Et même en fait au niveau de la luminosité, on voit que les spots de lumière sont vraiment sur des zones précises du corps de Nébreda qui, là encore, créent des limites visuelles à la monstruosité. Et la photographie, c'est ce médium qui permet justement de créer des limites à la monstruosité, de créer ce cadre fictionnel par lequel celui-ci apparaît. Et la photographie n'est pas aussi choisie au hasard parce qu'elle permet de jouer habilement en fait avec les attentes. On parlait tout à l'heure justement de l'horizon d'atteinte des personnes qui contemplent les images, qui contemplent les représentations. Eh bien là, c'est pareil. Généralement, on a tendance à attendre de la photographie que celle-ci nous montre une vérité, nous montre une archive, nous montre un témoignage. Alors que là, c'est la mise en scène fictionnelle qui est vraiment mise de l'avant. Nébreda est une personne myope. Il a une très très mauvaise vue et donc depuis les années 90, en plus de refuser de se contempler dans le miroir, il refuse de porter des lunettes, ce qui fait en sorte que l'appareil photographique est le seul objet qui est réglé à sa vue
et donc qui devient une sorte de prothèse dans lequel il permet en fait de contrôler le monde et de ne voir seulement ce qu'il contrôle. Le CNRTL, donc le Centre national des ressources textuelles et lexicales, donne une certaine variété de définitions du mot monstre. L'une d'elles est assez pertinente pour saisir l'intérêt de l'œuvre de Nébreda parce qu'elle concerne l'effet que produit le monstre et non pas le monstre lui-même. Car dans cette analyse, je tiens à préciser que ce que je qualifie de monstre n'est pas le corps de Nébreda ou Nébreda en tant qu'individu. C'est vraiment une composition photographique qui crée la monstruosité. Et là, je me détache un petit peu des analyses psychanalystes ou psychologiques qui ont été faites de cette œuvre, parce que, à mon sens, ce qui crée la monstruosité, c'est le cadrage, c'est les choix lumineux, c'est le temps d'exposition extrêmement long qui peut durer de plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures, qui est finalement monstrueux, qui crée vraiment ce choc des représentations. C'est l'œuvre dans sa globalité qui va créer l'inconfort, le malaise, la répulsion, grâce à l'ambiance que Nébreda produit, sans se limiter à la simple représentation de son corps. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, on voit son corps extrêmement maigre, mais le fait que l'anus arrive quasiment en fait au milieu de la représentation, donc capte totalement notre regard et fait qu'on a peut-être de la difficulté à reconnaître cette forme corporelle comme étant le corps d'un être humain vivant, tant le corps est aminci. Mais le choix de la lumière, le choix encore de ce cadrage où on voit tout son corps en long, accentue les déformations de son corps réel et va vraiment capter encore plus le regard. On a tout le squelette qui est visible, apparent, étendu. En 2000, il accorde une entrevue à Catherine Millet et affirme que ses œuvres ne possèdent aucun trucage, que tout est fait à la composition ou même lorsque la photographie elle-même est prise. Cependant, il y a toujours cette démarche assez artificielle, fictive de la représentante qui va jouer aussi sur les perceptions visuelles. Lorsque j'ai vu cette première photographie, par exemple, j'étais persuadée qu'il s'était représenté avec la tête amputée. Et en fait, c'est la mise en scène, le fait qu'il se retrouve avec le visage voilé, qui donne cette impression-là d'avoir finalement cette tête amputée. Nébreda explique avoir toute sa vie été très fasciné par l'autoportrait et que pour lui, la photographie est ce qui se rapproche le plus de la vérité, de la représentation et de la ressemblance avec le réel. Et donc, on peut se dire que finalement, pour lui, le réel, ça serait cette mise en scène photographique-là, ça serait cette représentation de la monstruosité. Dans l'émission qui s'appelait L'Utopie du corps, diffusée en 1966, Michel Foucault expliquait que la compréhension du corps, notre appréciation dans sa globalité, se fait grâce au miroir. Parce que visuellement, on n'a pas accès à toutes les parties de notre corps, on n'a pas accès à notre dos, il faut vraiment se torsionner pour voir l'épaule. Donc, lorsque David Nébreda fait le choix de n'avoir aucun miroir, de ne plus se regarder, alors que précédemment, il a été tellement fasciné par l'autoreprésentation qu'il dormait même avec un miroir. Tout cela fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la photographie devient son seul miroir. La plupart des photographies lui permettent de devenir pluriel, de se multiplier, de multiplier toutes les mises en scène, représentations, lacérations qu'il peut faire. Et c'est assez intéressant aussi parce que du coup, le monstre, c'est aussi ça, c'est devenir pluriel, c'est se multiplier, c'est finalement envahir notre imaginaire, mais aussi envahir notre espace tangible. Comme l'a énoncé aussi le biologiste Jean Ronsard, rien n'est plus relatif pour un biologiste que la notion de monstrueux. Tous les êtres vivants sont monstrueux les uns aux autres. Et pour David Nébreda, donc la photographie, c'est le seul moyen de connaître ce que les autres pensent de lui. En exposant ces photographies, il accepte le regard
Il accepte aussi la parole des autres, leur jugement. Et ça, c'est assez particulier parce que lorsqu'il a été interné dans des hôpitaux psychiatriques, eh bien, Nebreda refusait de sortir. Sa condition psychiatrique faisait en sorte qu'il ne supportait plus la vie quotidienne, finalement, et la vie sociale. Alors que ces photographies, cette création du monstre, elle oblige finalement de supporter le regard de l'autre et incite aussi à un regard assez défavorable. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire d'assez intéressant. C'est un parallèle finalement entre la créature qu'a créée Frankenstein et finalement celle que crée David Nebreda. Car le monstre de Frankenstein, donc c'est celui qui est créé et qui va d'abord connaître la vie humaine grâce en fait à l'observation qu'il fait par la fenêtre, donc des êtres humains. Et David Nebreda, en fait, va lui aussi connaître le monde en s'écartant de celui-ci. Et lorsqu'il va contraindre, finalement, obliger les regardeurs et les regardeuses à se confronter à son image, à cette image photographique-là, eh bien, comme le monstre de Frankenstein, il va avoir une réaction très violente par rapport à ça, avec des mots très crus. Et c'est là qu'il va prendre la notion, en fait, que son propre corps peut être révulsant. Donc, la monstruosité est un écart entre le vivant et le non-vivant, parce que c'est ça qui est aussi problématique. On a l'impression que ce corps-là est à la limite entre le cadavre, finalement, et l'être humain vivant, ressentant, éprouvant. L'empathie a du mal, pourtant, à agir, car David Nebreda ne se représente jamais en position d'être souffrant. Il est toujours très distant émotionnellement par rapport donc à ce qu'il fait subir à son corps et à ce qui peut sembler très douloureux et pénible à regarder. D'ailleurs, en 2009, le professeur et psychiatre Antoine Masson s'interrogeait sur l'œuvre de Nebreda et il posait la question: comment est-il possible, si c'est possible, de se tenir face aux autoportraits de David Nebreda? Se tenir à la hauteur est grave, pénible, périlleux même. Pour chacun, comment faire face au bord de l'insoutenable? Et c'est cet effet finalement de stupeur, de choc, de rejet qui va être très violent. Pourtant, David Nebreda explique ne pas avoir cette volonté-là de choquer ou de dégoûter. La monstruosité réside vraiment dans l'appréciation que les gens font de ces images-là. D'ailleurs, David Nebreda accorde tellement d'importance à la vision qu'on peut avoir de ces images qu'il va trier ses photographies en fonction de celles qui lui paraissent les plus propices à avoir une interprétation, et toutes celles qui lui paraissent trop complexes, en fait, il va les supprimer donc de sa sélection. Nebreda aussi, c'est quelqu'un qui a été très influencé par la religion catholique, par ses représentations, par les représentations aussi de la Renaissance. Et on peut voir beaucoup d'assimilation en fait entre le Christ qui donc est une figure qui a subi l'incompréhension, qui a été condamné, qui a eu la mise à mort, de la souffrance, qui a aussi eu un enterrement, un peu comme Nebreda est allé enterrer ses photographies et finalement a connu une certaine renaissance par rapport à ça. Et donc, tout cela se voit donc dans les images de David Nebreda, dans finalement ces compositions assez complexes entre donc l'être souffrant, comme un peu le Christ souffrant, et l'influence religieuse. Donc là, dans cette photographie-ci, vous pouvez voir vraiment que l'accent est mis sur l'auréole, sur la symbolique des mains qui rappelle aussi les postures du Christ durant notamment la Renaissance. Donc, il y a vraiment ce clin d'œil théologique qui est très important et qui permet aussi de voir que en s'appropriant les codes artistiques, les codes figuratifs de la Renaissance ou de la figure christique, eh bien, on a cette volonté, finalement, de Nebreda de survivre
grâce à la photographie, qui est devenue une nécessité vitale pour qu'il puisse continuer à exister. Ce qui peut paraître aussi assez dérangeant dans ces photographies-là, c'est aussi toute son exploration de la matière fécale, comme dans cette photographie-ci, où il s'est recouvert le visage et les mains de sa matière fécale, l'exploration aussi des fluides, de la matière organique. Et ça permet en fait de voir que finalement, le vivant se multiplie encore. Au-delà même de la représentation photographique, le vivant ici apparaît dans la figure anthropomorphe, donc le visage, les mains de Nébreda qui sont à peine reconnaissables, mais aussi dans cette matière organique. Nébreda apparaît finalement comme étant une substance, comme étant un être finalement inachevé, qui questionne finalement le statut d'être humain, comme le signale donc la psychologue Alice Lebailly. Et donc, c'est parce qu'il menace cette intégrité du corps, du sensible, de la chair, des plaisirs et de la douleur, qu'il crée justement aussi cette mise à distance avec nous, les spectateurs et spectatrices. Entre deux descentes aux enfers psychiques, psychiatriques et deux tentations très vives de la mort où il va vraiment faire des tentatives de suicide à plusieurs reprises, il y a des périodes photographiques qui est vraiment un témoignage vraiment de cette volonté de survie par l'image. Et cette volonté aussi d'éternité, parce que Nébreda, finalement, comme tout être vivant, va finir par disparaître, va finir par mourir, alors que la photographie, cet être fictif qu'il a construit, ce monstre-là, lui va continuer à vivre, va continuer à exister et donc va finir par être éternel grâce au médium photographique. Donc, en 2012, le professeur sociologue et historien de l'art Maxime Coulombe a publié un ouvrage qui s'appelle « Petite philosophie du zombie », dans lequel il analyse l'histoire philosophique de notre obsession contemporaine pour ce monstre-là, qui est la figure du zombie. Il s'agit d'un double de l'humanité qui est à mi-chemin entre le vivant et le mort, et qui est à la fois familier et qui est pourtant inquiétant et répugnant. Donc là, je fais une référence à Freud, donc comme mes collègues. Et donc, cette figure-là du zombie, c'est cet être qui figure, donc, qui figure la maladie finalement. Comme finalement, David Nébreda, lui aussi, s'inscrit dans cette figuration de la maladie, de la souffrance mentale, et qui répond finalement à des mécanismes sociaux qui nécessitent de vivre à travers le regard d'autrui. Donc, la création du monstre, du zombie par la photographie, permet finalement à David Nébreda de survivre.